Bon, après cette remarquable démonstration pratique et argumentée, on peut déjà faire quelques remarques. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que c'est très éclairant. Première chose, rien de changé sous le soleil, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'aujourd'hui, avec toujours ce mépris du peuple, cette confusion entre la gauche comme élite intellectuelle et la gauche réelle du peuple qui est toujours finalement méprisée et victime, soi-disant, du progressisme intellectuel hautement spéculatif. Et le deuxième aspect le plus inquiétant, c'est qu'on nous a toujours appris à l'école que en fait la monarchie avait été balayée parce qu'elle était l'ennemi du peuple, et qu'effectivement la Révolution française qui est en train d'arriver était en fait la défense du peuple contre le parasitisme royal. Et en fait on se rend compte là que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça semble assez indiscutable quand on voit tout l'argumentaire. C'est qu'en fait le roi a cru à ses conseillers bourgeois libéraux et qui s'est grillé avec son propre peuple parce qu'il a assumé face au peuple une vision du monde qui était totalement le contraire de ce pourquoi il avait été mis sur terre, bon, par Dieu, par l'histoire ou par le hasard. Et qu'en fait, c'est l'adhésion de la royauté au libéralisme qui amènera la Révolution française, alors qu'on pense en fait que c'est le contraire dans l'histoire officielle dont le spécialiste est Michelet. Et autre piste, on pense toujours que la théorie libérale vient d'Angleterre et on la date souvent de la main invisible d'Adam Smith, etc. Alors qu'on voit que chez les physiocrates, et donc chez les penseurs des Lumières, tout est déjà dedans. Plus il y a de liberté, plus il y a de prospérité, l'égoïsme individuel fait la prospérité collective. Tout ce qu'on attribue finalement aux théoriciens libéraux du 19e siècle sont déjà chez les Français du 18e. À part que c'est caché par, ça me fait penser un peu à Michel Onfray, tous ces beaux concepts philosophiques qui effectivement sont crédibles quand on les relie pas à la réalité économique. Ce qui veut dire que c'est pour ça que moi je suis content d'avoir une formation marxiste, c'est que quand on parle de liberté, c'est très beau. Et on voit qu'en fait, c'est la liberté pour les commerçants. Ce qui n'est pas du tout, ce qui veut plus dire la même chose. Parce qu'en fait, liberté pour les commerçants, ça veut dire oppression pour les consommateurs, vous voyez. Et qu'en fait, dès lors qu'on est sur les idées en soi et la beauté des idées, on peut trouver très belle la Révolution française, parce que c'est très beau, liberté, égalité, fraternité. Et dès lors qu'on raccorde ça à des réalités concrètes, notamment qui ont à voir avec les rapports de classe, avec la production, avec l'économie, on se rend compte que souvent, en fin de course, ça veut dire le contraire. Puisque toute la Révolution française, les Lumières qu'on nous vend, c'est soi-disant pour le bien du peuple contre l'oppression royale, alors qu'en réalité, on voit que la première victime de ces changements fondamentaux de société, les premières victimes sont le peuple du travail, et ça enrichit d'ailleurs pas les nobles qui laisseront leur tête, mais la bourgeoisie, qui à l'époque, effectivement, est essentiellement une bourgeoisie possédante, c'est-à-dire qu'elle a des revenus de rente qui viennent de la possession de la terre qu'elle ne travaille pas. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, tout ça est assez éclairant. Et moi, si je voulais m'amuser un peu, j'aimerais bien savoir ce que pense Annie Lacroix-Ritz de ta démonstration, ce genre de gens qui se croient très intelligents et très cultivés et qui restent des gens de gauche dogmatiques et qui en réalité, à mon avis, connaissent très peu tout ça. Je pense aussi à Michel Onfray, qui chaque fois qu'il dit une connerie, c'est parce qu'en fait, il a une formation purement philosophique, il n'a aucune formation d'économiste et il est très peu historien. Et qu'il est fondamental de toujours avoir cette triple formation, je dirais, de maîtriser les concepts, mais toujours de les restituer dans l'histoire et de les mettre en lien avec la réalité concrète historique qui a beaucoup à voir avec la production, les rapports de classe, les hiérarchies sociales, etc., etc. Ce travail que fait très bien Marion, qui pourtant n'a pas une formation à la base ni d'économiste ni de marxiste, mais finalement d'historien sérieux qui descend un peu du ciel des idées pour mettre les mains dans le cambouis et dans la terre, et finalement fait qu'à la fin, ce qu'on peut conclure est l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école, et ce qui fonde encore notre système de valeurs actuel, et notamment de croire que le gouvernement Hollande est de gauche, de croire que l'Église catholique est intrinsèquement réactionnaire, alors qu'en réalité, les évangiles sont une idéologie de partage et de respect du peuple et du mépris des marchands qui ont été chassés du temple par Jésus-Christ, tel que ça nous est bien relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc on voit que finalement, cette critique de l'idéologie des Lumières est totalement pertinente et contemporaine, car elle est l'outil critique efficace pour comprendre les mensonges actuels et surtout les délires actuels, notamment quand on pense au dogme de l'Union européenne qui a produit, il faut le passage à l'euro, le doublement des prix des denrées premières, et que c'est totalement caché et menti par les technocrates actuels qui sont exactement les équivalents des physiocrates, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de lien avec le peuple, qui le méprisent et qui prétendent être des scientifiques
et des techniciens, et qui nient la réalité au nom de leur soi-disant maîtrise mathématique du réel. Et ça nous donne en fait tous les mensonges et les errances de la science économique, qui n'est pas une science, sinon une science humaine, hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se prévaloir des sciences de la nature. On est en réalité toujours exactement dans le même dogme, dans les mêmes rapports de classe et dans les mêmes mensonges. Ce qui veut dire que comprendre les Lumières de façon concrète à travers l'histoire du pain, c'est comprendre tous les rapports de force et toute la réalité contemporaine, y compris la manière dont finalement la bêtise gauchiste, par sa diabolisation et sa haine de la police, oublie quand même que la police est là pour assurer la sécurité, et la sécurité est la première demande et le premier bien du peuple, car l'insécurité touche toujours le petit peuple. Il suffit de voir la réalité des banlieues, c'est pas la réalité des centres-villes, etc., etc. Et qu'on voit que quand on réfléchit bien à tout ce que comporte cette démonstration très honnête et très sérieuse de Marion, qui a fait un travail, je dirais, modeste, comme souvent savent le faire les femmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie sur le délire du concept. Oui, les femmes ont ce côté pratique de la ménagère qui, effectivement, sait ce que c'est que le prix du pain, alors que moi je ne le sais pas, car c'est pas moi qui fais les courses. C'est faux d'ailleurs, parce que je fais les courses. Mais... finalement, en allant à la modestie et au concret du quotidien, en s'intéressant au lien entre la mise en place de la police, la logique de la subsistance, et le fait que la subsistance à l'époque c'est le pain et c'est le blé, elle reconstruit tout un mécanisme qui met totalement en porte-faux la construction idéaliste et idéalisante, très masculine, c'est-à-dire on est dans le concept, la beauté des idées, on ne touche pas, on n'ouvre pas le frigo. Ça, c'est pour la femme de ménage et la femme. Donc moi qui suis la misogyne notoire, là je dis que de temps en temps, il est intéressant d'écouter les femmes, parce que souvent, en vous ramenant au concret, parce que c'était la situation traditionnelle de la gestion du message et du ménage et du quotidien, eh ben elle nous donne, comment dirais-je, une leçon d'intelligence pratique. Alors moi, en tant que quelque part marxiste, je suis toujours pour ne pas séparer le concept abstrait de son substrat concret. Et là, c'est ce que Marion vient de nous faire magistralement, c'est de relier les idées très belles des encyclopédistes qui nous ont tous fascinés, parce que ce sont de très belles idées, à la réalité concrète qui les contredit souvent, et de montrer notamment quelque chose de très important par rapport à la situation française, qui est le danger de l'intellectuel pur, qui est une grande spécialité française, qui est souvent un type qui est virtuose, qui maîtrise bien effectivement le langage et la logique, mais qui souvent se désintéresse du lien entre cette cohérence logique et sa fonctionnalité dans le réel concret. Alors vous savez très bien que si vous êtes un peu logicien, un raisonnement peut être cohérent d'un point de vue logique et totalement dysfonctionnel d'un point de vue pratique si les présupposés qui ont servi à élaborer sont faux. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça peut être cohérent logiquement et fonctionnellement totalement faux. Et on voit très bien aujourd'hui qu'on a vraiment cette caste d'intellectuels et de théoriciens et à la fois de technocrates et d'intellos, puisqu'ils ont opéré la jonction, hein, c'est les libéraux libertaires, hein, c'est les délirants du gauchisme comme Cohn-Bendit, au service des technocrates de Bruxelles. On est réellement dans cette collusion et cette collaboration aujourd'hui, et qui, au nom de la beauté des idées, de la grandeur des idées, des belles phrases, méprise le peuple, ni la réalité des effets concrets, notamment de l'Union européenne et des lois libérales sur les conditions de vie quotidienne du peuple. Hein, on a toujours cette même leçon qui nous est donnée et ces mêmes leçons à en tirer. Voilà. Et on voit très bien quels sont les ennemis, quels sont les alliés, et c'est très important notamment cette réhabilitation de la police. On voit très bien que le gauchiste, historiquement son rôle, a toujours été de faire croire que la police est aux côtés du côté du bourgeois oppresseur, alors que très souvent dans l'histoire, on voit que ça peut être le contraire. Hein. Quand on étudie, on voit ça. Donc on voit bien qu'il y a dans cette histoire qu'on nous raconte des leçons à en tirer, notamment sur souvent la collusion de l'idéologie gauchiste anti-autorité, anti-sécurité, et la démarche libérale. Car je vous rappelle bien que un des produits du laisser-faire et de l'idéologie libérale est la délinquance, notamment de banlieue. Hein, on le voit très bien. Et qui passe toujours sur la disqualification de la police de son travail, en sachant quand même que, petite digression, quelles sont les deux catégories sociales en France où il y a le plus haut taux de suicide? Les paysans et les policiers. Ça rejoint quelque part cette histoire qu'on nous raconte. Vous voyez. Donc c'est intéressant de comprendre à la fois quelque chose qui est très français, qui est l'arrogance des intellectuels, la manière dont les intellectuels se fourvoient souvent énormément en prétendant accomplir de belles idées pour le peuple, mais le peuple comme abstraction, et finalement que ça se retourne toujours contre le peuple réel. Voilà. Avec à la fin, ce qui s'est passé avec mai 68, le mépris du peuple. La manière dont petit à petit, les gauchistes de Charlie Hebdo ont appelé l'ouvrier le beauf, et en ont fait finalement un crypto-fasciste. Pour faire l'apologie des bobos, qui sont les enfants de la bourgeoisie de service, hein,
de ces cadres qui sont finalement ceux qui nous ont appliqué de force le mondialisme et le mondialisme financier. Et qui regardent Canal+, en méprisant soi-disant celui qui regarde TF1, comme si c'était pas la même chose. C'est-à-dire on peut faire exactement le parallèle en termes de rapport de classe, en termes d'idéologie, en termes de typologie sociale et même culturelle, entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe à l'époque. Avec les mêmes mensonges, le même mépris, les mêmes erreurs, les mêmes coups sociaux, la même violence. Et donc c'est très important de comprendre tout ça. Et d'ailleurs, cette histoire, je dirais, éclairante des Lumières, est sans doute un enjeu fondamental politique aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que finalement Marion est édité par Contre-Culture et par personne d'autre, et que je n'avais jamais entendu avant ce discours sur les Lumières, y compris moi qui ai une formation marxiste, chez les grands sociologues marxistes comme Lucien Goldman, qui se trompent beaucoup sur le jansénisme, qui se trompent beaucoup, qui sont des fascinés par les Lumières, parce qu'effectivement, bien qu'ils soient marxistes, quand ils étudient le XVIIIe siècle, ils vont assez peu à l'économique et au concret, et ils se contentent beaucoup de l'écrit et du livre, hein, c'est-à-dire ils prennent pour argent comptant le commentaire de la réalité, sans aller à la réalité. Et ça, c'est d'ailleurs un des gros problèmes de la méthode historique. C'est pour ça que je m'intéresse d'ailleurs aux récentistes, c'est une des infos qui m'intéresse, c'est que tout le travail des historiens, c'est toujours d'aller aux traces écrites, sans jamais, avec cette naïveté finalement de l'étudiant et de l'universitaire, sans jamais se poser la question de savoir si celui qui écrit comment dirais-je, raconte la réalité de façon honnête, ou s'il la travestit pour des intérêts de classe, des intérêts corporatistes, etc. Et ça, c'est un vrai travail, c'est que finalement, il faut être capable à un moment donné de remettre en cause le fait que l'historien, sa source, c'est la trace écrite, et n'oubliez pas que le peuple n'écrit pas, c'est fondamental. Ah si, il écrit. Alors, il écrit beaucoup moins que la bourgeoisie et les lettrés. Il y a des écoles partout. Enfin, les documents sur lesquels travaillent les historiens sont rarement des documents émanant de la paysannerie. Ce sont très souvent des émanants, des documents émanant des clercs. Donc les clercs, c'est l'église, et les cadets et les femmes de la classe dominante. Et ça, c'est des choses assez éclairantes, effectivement, c'est d'aller chercher un peu les sources ailleurs pour réfléchir historiquement. Là, d'ailleurs, tu vas chercher chez un historien américain qui fait cette recherche parce qu'il est fasciné par le pain français. Donc, finalement, c'est par une série de hasards qu'on arrive à accéder à des documents qui, à mon avis, ne sont pas des documents qui sont au cœur comment dirais-je, le matériau sur lequel travaillent les historiens de l'école française. Certainement. Voilà, je retombe sur mes pattes, je suis toujours très malin pour retomber sur mes pattes, je sais ce que je dis. Voilà. On a quand même quelque part une espèce de naïveté, je dirais presque aristocratique, en tout cas bourgeoise, de l'école historique française, même pointée de gauche, finalement d'aller toujours chercher ces documents à droite. C'est ça que je voulais dire. Hein. Et donc il y a tout ça sur lequel on peut réfléchir à travers ce travail précis. Alors évidemment, l'histoire s'arrête en 1870 à peu près. 1770, excusez-moi. Et on sait très bien que 20 ans après, c'est la Révolution française. Hein. Alors il y a un épisode intermédiaire, parce que Louis XV va mourir, il va être remplacé par Louis XVI, et Louis XVI, trop jeune, pas préparé à régner, va prendre au contrôle général Turgot. Et là, on va remettre une louche, et là, c'est l'explosion numéro 2, avec l'attaque contre le monde ouvrier. Oui, la destillation. Oui, mais ça, si vous en êtes d'accord, c'est vous, c'est nous, c'est nous tous. J'en ai 2 autres comme ça pour arriver jusqu'à la Révolution. Et vous verrez plus jamais la Révolution pareille. Ça, c'est terminé. Moi, vous savez, j'ai grandi à la communale. Moi, j'ai reçu à la fois une éducation catholique, mais vraiment une éducation au culte de la Révolution. Hein. Il n'y a plus rien qui tient debout. Il n'y a plus rien qui tient debout. Même quand j'étais catho, je faisais partie de catholiques qui avaient l'habitude de dire « Oui, mais enfin, je suis catho, mais l'Église, on sait la critiquer, etc. » Et ça, c'est l'autre point important. On nous vend, enfin, l'idéologie dominante républicaine actuelle nous vend toujours l'Église catholique comme ennemie du peuple. Alors que c'est pas tout à fait ça. Ah non, même si la situation est complexe, c'est pas tout à fait ça du tout. Hein. Du tout. Non, mais c'est pas du tout ça. Alors, parmi les sources très intéressantes pour savoir ce qui se passe dans les villages, il y a les rapports écrits par les curés. Oui, alors, c'est des écoles communales. Voilà. Les curés des petits villages, moi, il y a des trucs que j'ai lus très très intéressants qui sont des rapports envoyés par les curés. Et ces gens-là écrivent beaucoup. Tout ça n'appelle pas une réhabilitation intégrale de l'Ancien Régime. Ah non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de remettre les pendules à l'heure. C'est faire un travail d'honnêteté critique et de voir en fait comment on confond liberté et libéralisme. Pas du tout la même chose. Hein. La liberté, c'est un concept très joli
mais qui est très abstrait et dont on peut tout faire. Et le libéralisme, c'est une théorie économique et c'est une vision du monde. Michéa est très bon pour montrer toutes les... Et surtout, Michéa montre très bien d'ailleurs que le libéralisme, finalement, toute la gauche française est libérale en réalité. Exactement. Voilà, la gauche française, elle est issue de ça. La gauche française se réclame des Lumières, clairement. C'est pour ça qu'elle fait toujours le sale boulot social, d'une certaine manière, malgré elle, avec beaucoup de naïveté pour au niveau de la jeunesse étudiante, et beaucoup de malhonnêteté au niveau des élites corrompues. Et que malheureusement, c'est aussi une des tristesses, la gauche, pour accomplir une politique de droite, se sert souvent de l'idéalisme et de la naïveté de la jeunesse. Hein. On le voit, mai 68, on voit là aujourd'hui la loi sur le mariage pour tous. Quand on réfléchit à qui ça intéresse profondément, ça intéresse très peu de gens en termes de niche électorale, mais par contre, c'est un marqueur pour les jeunes. C'est-à-dire que ça veut dire que, j'ai remarqué, pour les jeunes, c'est moderne. Donc c'est pas passéiste, donc c'est bien. C'est bien parce que c'est nouveau. Vous voyez, c'est le principe de la mode, quoi. C'est forcément bien puisque c'est demain, quoi. Voilà. Et on voit très bien, voilà, tout ça, c'est des pistes de réflexion. Une des fragilités pour moi de la démocratie authentique, si tant est qu'elle existe, c'est cette jeunesse idéaliste, naïve et formée par l'éducation nationale, avec des très belles idées, mais qui sont souvent le contraire de la réalité, et qui fait que finalement, cette jeunesse est l'idiote utile de la réaction authentique. C'est ça. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait beaucoup de jeunes à mes conférences. Et c'est malheureusement le jeune idéaliste, par ce désir rapide et immédiat de bien, souvent sans médiation concrète, et souvent le plus manipulé par les forces du mal. C'est une tragédie, et c'est pour ça que c'est pas pour rien que c'est Giscard d'Estaing qui a abaissé l'âge de l'élection. C'est toujours là, il faut se poser des questions. Hein. C'est pas la gauche qui l'a fait, je dirais, c'est quelque part, c'est le tenant du libéralisme et de l'ordre bourgeois. Il faut se poser des questions. La parité, ça a été aussi octroyé sans que les femmes le demandent, vous voyez, etc. Donc, si on veut élargir le débat, c'est souvent des espèces de paquets qu'on nous donne comme ça, qui sont très jolis en apparence, quand on les ouvre et qu'on les creuse, sont en fait des pièges, des choses qui finalement amènent à l'inverse. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout le commentaire que je peux faire. Hein. Je pense que tout était dans la conférence. Et maintenant, je pense que on peut peut-être passer au jeu des questions. Oui, je voulais dire une chose à propos de la liberté, parce que j'ai trouvé une formule à propos de la liberté, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Il y a deux libertés. Il y a la liberté absolue et la liberté relative. C'est pareil que la vérité. La liberté absolue, c'est l'enfer. La liberté relative, c'est celle qu'on conquiert, c'est la liberté que l'esclave veut obtenir par rapport à son esclavage, c'est la liberté C'est toujours liberté par rapport à quoi? Exactement, la liberté relative. La liberté relative a une absence de liberté. Les concepts en soi n'ont pas de sens. C'est pour ça que c'est un peu le danger d'ailleurs des philosophes tels qu'on les conçoit dans notre société, c'est qu'ils sont sur les concepts qui sont jamais incarnés, qui sont toujours absolus, et qui sont donc très beaux, mais souvent ne veulent pas dire grand-chose, et même quand on regarde comment ils fonctionnent dans la réalité pratique, ils font souvent le contraire de ce qu'ils prétendent dire. Et je vois ça très bien aujourd'hui quand je réfléchis sur la façon dont Onfray a des limites par rapport à ses positions de gauche, de principe, où il ne comprend pas que finalement souvent c'est la droite, parce qu'il n'a pas de formation d'économie du tout, et très peu de formation d'historien. Rien, en histoire. Et aussi les limites de Michéa, quand il parle de concepts qui sont très beaux, mais que les concepts sont portés par des gens et des groupes sociaux. Ils ne sont pas automoteurs. Et là, c'est aussi la manière dont l'intellectuel fait attention de ne pas avoir d'ennui avec le pouvoir, c'est qu'il ne nomme pas. Il parle de la violence libérale, mais il ne nomme pas les Rothschild, vous voyez, parce que c'est le début des ennuis. Or, les idées ne se véhiculent pas toutes seules. Elles sont portées par des individus et des groupes sociaux, hein, toujours. Et on commence à avoir des ennuis quand on met des noms sur les concepts. Ce que je fais moi, ce que Michéa ne fait pas. Ce qui lui permet effectivement d'avoir d'être invité à France Inter, dans des interviews dans le Nouvel Obs, parce que, comme dirait l'autre, il vise mais il ne tire pas, vous voyez. Et c'est tout ça que j'aime bien remettre un peu ces gens-là à leur place. Ils restent quand même dans le ciel des idées, dans la beauté du débat. Et n'oubliez pas que c'est aussi ce qu'on découvre d'ailleurs quand on lit quelque chose qui prolonge tes intuitions, ton travail, même si c'est avant, qui est les illusions du progrès de Sorel, hein, parce que c'est de ça dont il parle, que les Lumières ont beaucoup été sponsorisées financièrement par l'élite aristocratique versaillaise, c'est-à-dire parasitaire, parce que ça alimentait de façon très agréable les dîners en ville. Or, les élites françaises, contrairement aux élites allemandes, sont des élites qui aiment bouffer et baiser. Et le principe du dîner, c'est qu'il faut une conversation intéressante. Et on a toujours fait venir l'intellectuel en bout de table
comme le poète d'ailleurs, pour qu'il enrichisse la conversation parce que c'est partie du plaisir de la table. Tout ça, c'est la merde française, vous voyez. C'est l'intellectuel est là pour faire amuser le bourgeois lettré par une conversation intelligente qui donne du plaisir au cerveau comme la nourriture donne du plaisir à la bouche. Et d'ailleurs, plus le niveau intellectuel baisse, plus on nous parle de la haute cuisine en France. Hein. Et comme je le dis, un art qui se chie est un art secondaire. Hein. Rappelez-vous bien de ça. Mais tout ça, c'est des liens. Mais il faut bien faire le lien entre la virtuosité des abstractions des intellectuels français qui sont les meilleurs du monde, parce que la langue française le permet, et le fait que ça animait les dîners en ville de la classe sociale parasitaire dont ils passent beaucoup de temps à bouffer, parce que quand on travaille, on reste moins longtemps à table, et que c'est une des fatalités, une des tristesses et une des ironies de l'histoire de France. Hein, et que finalement, quand on regarde notamment l'étudiant Jean-Jacques Rousseau, qui est un type qui est dans les Lumières mais qui les critique, c'est très intéressant. Oui, il n'est pas avec ça. Parce que Rousseau n'est pas dans ce, est bien plus intelligent et plus fin et plus profond et plus honnête que ces gens-là. Hein, et c'est d'ailleurs, ce sera son malheur. Le pire ennemi de Rousseau, c'est Voltaire, qui a voulu le faire assassiner physiquement. N'oublions pas, et qui le haïssait. Hein, et Voltaire est un chantre de ça. Oui, bien sûr. C'est son truc, ça. Hein. C'est le dîner en ville. Hein, et la phrase qu'on nous sort, que tous les connards nous sortent, et qui est le marqueur du crétin. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer vos idées, est une phrase d'une stupidité, d'une malhonnêteté intégrale. En fait, c'est je ne me battrai pas jusqu'au bout pour que vous puissiez exprimer vos idées, c'est je me battrai jusqu'au dessert pour que vous puissiez exprimer vos idées, pour passer pour un écrivain devant les femmes et pouvoir les embarquer après. Vous voyez, c'est une phrase typiquement de dîneur en ville. Dans la réalité, vous vous battez jusqu'au bout pour faire fermer la gueule de votre ennemi par tous les moyens, parce que c'est une lutte à mort. Vous voyez. Et qui fait cette phrase, que sort Ardisson, que sortent tous les connards, les menteurs de soi-disant du débat libéral. C'est le marqueur de l'escroc, du menteur et du crétin, vous voyez. Dans la vie, ça n'existe pas. Et je vous dis, la vraie phrase, c'est je me battrai jusqu'au dessert, pas jusqu'à la mort, vous voyez. C'est parce que c'est très joli les joutes verbales de dîner en ville, vous voyez. Et ça résume toute cette histoire, finalement, de l'assomption du baratin des Lumières et des encyclopédistes, parce que c'était, je l'ai étudié personnellement, c'était beaucoup moins chiant que la scolastique. Et en fait, à un moment donné, on le voit d'ailleurs dans Ridicule, ce très excellent film de Lecomte, que finalement, à un moment donné, l'intellectuel rend beaucoup plus attrayant la discussion de table qu'elle l'était avec la scolastique, très sclérosée d'ailleurs. Et que c'est parce que ça plaît à la classe dirigeante et parasitaire, parce que ça lui donne du plaisir, en plus du plaisir de table et du plaisir sexuel, on voit bien que c'est articulé. Hein. Plaisir de bouffer, plaisir de discuter, plaisir de baiser. On en est toujours là au niveau des classes dirigeantes. Hein. Et notamment, pourquoi d'ailleurs Rousseau critique le théâtre. Tout ça, c'est du loisir des classes parasitaires. C'est de la merde, vous voyez. Et il n'a pas tort. Et c'est pour ça que Rousseau est détesté par les encyclopédistes qui le jalousent et qui le détestent. Et que finalement, les seuls qui ont voulu le financer, c'était finalement le roi lui a proposé de le pensionner, il a refusé. Et aussi le duc de Conti. C'est vraiment, le prince de Conti. Et il a refusé. Il a dit, c'est pas cohérent avec mes idées. Et Rousseau, lui, a cette intelligence. Bon, là, je vais finir là-dessus parce que c'est du concept. C'est que finalement, il a compris quelque chose de fondamental. C'est que le roi s'appuyait sur la loi de Dieu, la loi divine, et les penseurs des Lumières s'appuyaient sur la loi naturelle. Et en fait, Rousseau a dit, c'est la même chose. C'est penser qu'il y a une essence éternelle qui dit la vérité. Et Rousseau dit, le vrai chemin intéressant, c'est le processus historique collectif. Il dit, la loi naturelle, la loi divine, c'est faire parler, c'est de la ventriloquie. C'est Dieu a dit, en fait, c'est moi qui dis, la nature dit, la nature ne parle pas d'elle-même. C'est toujours le penseur qui l'a fait penser. Donc vous, à droite, ils font dire ce qu'ils veulent à Dieu pour maintenir une hiérarchie qui s'appelle la noblesse, et à gauche, ils font dire ce qu'ils veulent à la nature pour prendre le pouvoir en tant que bourgeoisie. Et il dit, le chemin de la vérité, c'est les hommes qui finalement auto-engendrent leur histoire par un processus collectif dans le temps. Et le premier penseur de l'histoire, c'est Rousseau. Et c'est pour ça que c'est un génie absolu, parce qu'il dit finalement, les penseurs de gauche de la nature et les penseurs de droite de l'ordre divin, ce sont finalement des prétentieux ventriloques qui nous présentent une réalité fixée pour toujours et qui finalement les arrangent en termes d'intérêt de classe. Et il dit, l'homme est un animal, je vais un peu plus loin qu'il le dit, mais il y est presque avec l'Émile, etc. L'homme est un animal prématuré qui a cette chance par rapport à l'ordre de la nature, c'est de produire sa propre nature qui s'appelle la culture et l'histoire, parce que justement c'est un être inachevé. Voilà. Et il dit, la vérité, comme ton travail, est dans les processus historiques collectifs.
Et c'est pour ça que et là on peut être fier, c'est le plus grand penseur de l'ère moderne, et ce n'est pas pour autant un type qui se limite à la modernité, car il est à la fois le penseur de la modernité contre la pensée classique, mais celui qui donne tous les outils pour critiquer les limites et les naïvetés de la pensée moderne, incarné totalement par Voltaire, qui est un crétin pour moi face à l'histoire, et dont il ne reste rien, si vous regardez bien en termes d'œuvre écrite. C'est très faible, hein, l'œuvre de Voltaire. C'est Candide, c'est très faible. Je te conseille de relire Candide. Alors que Rousseau laisse quand même une œuvre qui impressionne encore le monde entier et qui gêne encore la bourgeoisie dominante. N'oubliez pas ça. C'était son tricentenaire, je crois, l'année dernière. On en a très peu parlé. Voilà. Donc, et surtout, Rousseau amène à bien d'autres choses que la pensée de gauche. Il amène à la réhabilitation de l'ordre romain, à la réflexion sur l'ordre grec, à la constitution de la Corse de Paoli, au vicaire savoyard, à l'Émile, à la nouvelle Héloïse. Voilà, si on veut ne pas tomber dans le dualisme idiot de dire les Lumières c'est de la merde, donc c'était bien la scolastique et l'Ancien Régime, et retourner à saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas ça la question, vous voyez, ce n'est pas d'opposer un essentialisme à l'autre, c'est essayons de trouver des penseurs, je dirais, de troisième voie, qui ne choisissent pas bêtement, et là on a d'abord Rousseau, qui nous amène d'ailleurs à Hegel, qui nous amène à Marx, qui nous amène aussi n'oublions pas, à Orwell, qui nous amène à Nietzsche, à ces gens qui se posent la question justement de sortir du dualisme gauche-droite, classique et moderne, toujours ces espèces de trucs pareil de spectacle, pour s'engueuler au théâtre. Le débat avec Victor Hugo, sa pièce La bataille d'Hernani. La bataille d'Hernani, enfin voilà, on est toujours dans la mondanité finalement, et d'échapper à ça, voilà. Et là, on commence à mettre un pied dans l'intelligence, dans le doute, dans la critique constructive, etc., etc. Et on se trouve sur des chemins très étranges, avec des compagnonnages inattendus et parfois qui font peur. Je vais rééditer un bouquin le mois prochain, pour ceux qui le liront, c'est sur l'économie nationale socialiste, et vous verrez que ça a beaucoup à voir avec ce dont Marion nous a parlé. Voilà. Et je terminerai là-dessus, c'est une petite pirouette. Vous voyez. Souvent les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être que les gentils est encore plus méchants que les méchants. Enfin, l'histoire est très compliquée. L'histoire officielle nous cache beaucoup de choses. Et ma phrase finale, c'est que ce qui est le plus inquiétant, c'est que quand on cherche, on trouve. Voilà. Il y a deux micro-baladeurs. Donc si vous voulez poser des questions, voilà. Donc il y a Manu ici, voilà. Bonjour. Ma question va dans la continuité de votre discours. Parce qu'en fait, quand on a fait le bilan, qu'il y a une sorte de manipulation qui est faite contre le peuple de base, on a dit, quels sont les conseils ou les choses que maintenant on pourrait faire pour revenir à ça? Pas forcément, parce que Alain Soral a dit justement qu'il fallait pas forcément revenir à ce qui existait avant, mais... On peut jamais revenir en arrière. Hein. Non, pas forcément revenir en arrière, mais le but, enfin, moi j'adore toute cette histoire parce que c'est de tirer les conclusions du passé pour le futur. Et donc du coup, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette histoire en particulier pour nos vies futures? Mais de manière individuelle, je parle, pas forcément politique globale. Moi, je vais vous faire une réponse qui me vient, qui me saute à la figure. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, j'ai un credo. Article 1, le peuple a toujours raison. Article 2, le peuple a toujours raison. Article 3, quand le peuple se trompe, c'est que on l'a trompé, donc il n'avait pas les moyens d'avoir raison. Donc, information, circulation de l'information et écoute de la voix du peuple. Ce qu'on peut faire là-dessus, vous avez Internet, vous avez la recherche, vous avez tout ça. Ça, c'est mon credo. C'est un peu ce qu'on fait. Hein. Toujours. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, le Vox Populi, c'est quoi? C'est 2005. Voulez-vous la Constitution? Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, imposer que la voix du peuple soit sans... Pardon? Mais ça n'a pas été le cas, justement. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est imposer la voix du peuple. Mais comment? Ben, chacun. Faire circuler. Plus le peuple sera conscient, plus le peuple sera conscient. Plus le peuple... Je pense que c'est pas pour rien si on voit bien qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a eu une phase où on a éduqué, à mon avis, le petit peuple à la raison, ce qui avait des effets positifs en termes de connaissance des maths, etc., pour qu'il échappe à l'emprise de l'Église, et qu'aujourd'hui on fait tout le travail inverse,
C'est comme le libéralisme et l'idéologie progressiste est devenu un dogme quasi religieux et totalement obscurantiste en réalité, il y a un vrai travail programmatique de désinstruction du peuple au niveau de sa maîtrise des fondamentaux qui sont le langage, les mathématiques, etc. On voit bien que on est dans cette phase aujourd'hui où nos élites savent qu'il faut rendre le peuple plus bête pour qu'il continue à obéir. Alors que dans une première phase, c'est vrai que pour qu'il échappe à l'autorité de l'Église, on l'a un peu formé sur les bases du logos, hein, parce que c'était une manière qu'il accompagne politiquement, effectivement, une démarche. Et là, je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, parce que c'est une question fondamentale. Quand je dis qu'on peut jamais revenir en arrière, je sais ce que je dis, parce que je suis quand même un cerveau puissant. Parce que revenir en arrière, c'est une construction totalement moderne. Et ça va m'amener à Charles Maurras. Charles Maurras a fait un constat sur les mensonges et les échecs de un siècle et demi, je ne sais pas exactement, d'épopée républicaine. Et il est devenu monarchiste et catholique alors qu'il ne croyait pas en Dieu et qu'il était un bourgeois. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, on peut très bien être, comment dirais-je, pour le retour du roi et de la religion catholique, non pas par pensée réactionnaire, c'est-à-dire pour récupérer ce qu'on vous a piqué, ce qui est en général le haineux qui a perdu le pouvoir, qui ne veut pas comprendre pourquoi et qui veut qu'on lui rende ce qu'il volait avant, etc. Mais on peut dire finalement, quand on analyse 2 siècles d'épopée républicaine, peut-être que si on veut défendre le peuple et qu'on aime finalement l'égalité réelle et l'équilibre social, la paix civile et une société de partage relatif, peut-être que le roi était la meilleure solution. Et ça, c'est toute la différence entre une pensée réactionnaire et une pensée qui se pose la question, effectivement, comme Rousseau, de la réponse de l'histoire et du réel à des tentatives et à des expériences. Puisque, effectivement, quand on parle de pensée de la nature et du rationalisme, ça s'appuie sur les sciences de nature, donc les sciences physiques. C'est qu'en général, vous avez une théorie que vous déduisez d'un constat naturel, vous expérimentez en fonction de ce que l'expérience vous renvoie, vous corrigez votre théorie. Alors on voit bien aujourd'hui que l'idéologie de la raison du progrès est sortie totalement de cette méthode qu'il avait fondée au départ. C'est-à-dire que systématiquement on tente des expériences, le réel nous renvoie que c'est faux, et on refuse la réponse du réel, et on continue, au nom d'un dogme exactement, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Union européenne et de la politique mondialiste, voilà, enfin mondialisante. Donc c'est pour vous dire que quand je parlais tout à l'heure de on revient jamais en arrière, c'est qu'on peut très bien aujourd'hui dire finalement une monarchie catholique, ça serait peut-être une solution, mais ça ne veut pas dire que c'est un retour à l'ancien régime. Ouais. Ça veut dire qu'en fonction des erreurs et des expériences passées, on peut hypostasier, en étant progressiste d'une certaine manière, que finalement un pouvoir héréditaire qui se transmet avec une formation évite finalement le pouvoir des banquiers, le pouvoir des prévaricateurs, etc., etc. C'est possible, ça ne veut pas dire que moi je suis monarchiste, mais ça veut dire que, intéressez-vous par exemple, si vous posez ces questions très dialectiques, à la pensée de Charles Maurras, car Charles Maurras est, au nom du nationalisme intégral, est néo-monarchiste et pour un catholicisme d'État, alors qu'il n'est ni issu de la noblesse, ni et qu'il est athée. Vous voyez? Et ça, c'est un vrai sujet intéressant de réflexion. Voilà. Oui, mais enfin, quand tu dis, par exemple... Respectez... Bonjour, Madame Sigaud, bonjour. Merci, J'aurais une question pour Monsieur Soral. En tant que marxiste, êtes-vous partisan de la Révolution? Et comment, de quelle façon conciliez-vous votre marxisme avec votre nationalisme et votre croyance helléno-chrétienne? Justement parce que je dis par l'histoire, tout simplement. D'abord, êtes-vous pour la Révolution? Ça, c'est des phrases typiques excusez-moi, d'étudiants et de gens loin de l'appareil de production du réel. La Révolution de quoi? Par qui? Contre qui? La Révolution en soi est un magnifique concept spectaculaire pour mettre derrière tout et n'importe quoi. On a eu les révolutions de Jasmin récemment. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Lisez le texte que je viens de mettre en ligne sur les accords de Deauville pour voir ce qui est réellement la révolution pratiquement, et avec un peu de recul, ce qui est la révolution tunisienne actuelle. C'est la soumission de l'État tunisien à la Banque mondiale, au FMI, avec, pour faire plaisir au petit peuple tunisien, quelques babouches et quelques barbes au niveau sociétal. Voilà, donc à un moment donné, c'est toujours sortir du ciel des idées et des grandes phrases faites pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est en général vivent de l'argent de poche de leurs parents, donc ils peuvent être dans l'idéalisme absolu parce qu'ils ne payent pas leur loyer. Vous voyez, quand vous commencez à payer vous-même votre pain et votre loyer, vous descendez un peu du ciel des idées, pour le concret, et surtout là, vous pouvez montrer que vous avez vraiment une assumation virile de la beauté de vos concepts, parce que vraiment vous rentrez dans un processus révolutionnaire réel, qui consiste à voir à dos comme moi la police, les ligues d'extrême droite authentiques, ça vous les voyez très bien, les contrôles fiscaux, etc. Ce dont vous ignoriez tout en tant qu'étudiant financé par l'État
et vos parents. C'est pour ça dire que Mao Zedong, qui n'avait pas que des défauts, envoyait, je crois, 1 mois ou 3 mois par an les étudiants à la campagne pour comprendre que leurs études leur étaient payées par la paysannerie. Parce que tout ça, ça a un coût. Hein, voilà. Voilà. Donc comment j'articule tout ça? C'est que le marxisme est un outil de critique assez pertinent qui s'appelle le matérialisme historique, le matérialisme dialectique. Ce n'est pas un livre qui s'appelle Le Capital, qui deviendrait une nouvelle Bible et qui produirait une scolastique et une religion, et qu'il faudrait apprendre par cœur ou lire à l'envers comme Althusser à un moment donné, vous voyez. Donc au nom de la méthode marxiste, je continue à voir ce qui se passe dans l'histoire, sachant que Marx est mort à la fin des années 1880, je crois, hein, et que ce n'est pas ni un prophète ni un magicien, et qui réfléchit sur une séquence historique qui est justement comment dirais-je, la monarchie, le passage de la monarchie à la bourgeoisie, les mensonges de la bourgeoisie, et à cause de ces mensonges, la colère ouvrière et la naissance du socialisme. Parce que une conférence plus tard qu'on pourrait faire un jour avec Marion, c'est parce que la bourgeoisie a pris le pouvoir au nom de la liberté et l'égalité, et qu'elle a produit la misère ouvrière, hein, le prolétariat, etc., qu'il y a eu la colère ouvrière de ce mensonge totalement inégalitaire, égalitaire abstraitement, mais totalement inégalitaire concrètement, qui a produit petit à petit, après 1830 et 1870, des productions théoriques de plus en plus poussées, toujours par des intellectuels, qui ont amené le marxisme, le socialisme libertaire, le socialisme scientifique, c'est-à-dire le marxisme. C'est-à-dire que les gens qui critiquent d'ailleurs le marxisme et le communisme disent que c'est quand même de la faute aux bourgeois qui ont menti. Parce que les bourgeois auraient réellement accompli les promesses des Lumières et l'égalité réelle, en plus de l'égalité formelle, il n'y aurait pas eu l'épopée socialiste, le marxisme, le goulag et tout ça. Je veux dire, donc tout ça est imputable au mensonge de la bourgeoisie, si on veut s'amuser à faire de la dialectique. Hein, voilà. Donc moi, pourquoi je suis nationaliste aujourd'hui? Parce que je pense que, en réfléchissant à comment défendre le peuple du travail, puisque le principe du marxisme, c'est quand même de dire que il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui travaillent la terre pour crever de faim pendant que d'autres bouffent comme 4. On appelait Adler, je crois qu'Adler, on l'appelle triple sauce dans les restaurants. Bouffe comme 4 sans jamais travailler. Vous voyez, le fondamental du marxisme est quand même un projet moral de dire il est un peu normal que celui qui travaille profite de son travail et que celui qui ne fout rien ne soit pas forcément le plus riche et celui qui donne des ordres à celui qui travaille. Vous voyez, il y a quelque chose de très sain dans le marxisme qui a l'air beaucoup à voir avec la vision chrétienne. C'est pas pour rien si Tolstoï, à un moment donné, et les grands écrivains russes, qui sont les plus grands écrivains du monde européen de cette époque, que ce soit Dostoïevski ou Tolstoï, chacun à leur manière, veulent une révolution sociale en Russie, parce que le mensonge des classes dirigeantes et l'écart total entre soi-disant un gouvernement qui se réclame de Dieu et la réalité pratique fait qu'eux-mêmes, en tant qu'êtres moraux, aspirent à une révolution, même si cette révolution en général se tourne contre eux et finit par leur couper la tête. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais il faut comprendre ces processus. Donc c'est parce que je suis authentiquement et sérieusement marxiste, c'est-à-dire non seulement marxiste, mais hégélien et rousseauiste, que je pense que la réflexion sérieuse, si on n'est pas religieux, c'est d'étudier les processus historiques, hein, et la réalité concrète, qui fait qu'aujourd'hui, en tant que marxiste cohérent, je suis néo-nationaliste, et que j'ai très bien compris aussi que Marx est un pur produit de l'école européenne, c'est-à-dire qu'il s'appuie finalement sur la philosophie allemande, sur les économistes anglais, sur le mouvement social français, c'est d'ailleurs lui-même qui le revendique, et que finalement, il est un produit aussi de cette méthode et de ces valeurs helléno-chrétiennes, hein, même s'il est d'origine juive, ce qui rajoute peut-être le petit côté messianique et prophétique, qui d'ailleurs à la fin le piège, et fait de lui finalement un hégélien très grossier. Hein, voilà. Donc, pour finir à cette question, je suis néo-nationaliste par marxisme sérieux, justement, parce que je pense que malheureusement, le marxisme est une école très subtile et qui demande beaucoup de travail, et qui a souvent été, comment dirais-je, trahi pour des raisons de manipulation politique et aussi pour des raisons de manque de culture, voilà. Et que le seul marxiste que j'ai rencontré depuis 20 ans, je vous le dis, c'est Alain de Benoît. Hein. J'en ai rencontré aucun au Parti communiste, et pourtant j'y étais dans les années 90. C'était trop compliqué pour eux, hein, en réalité. Voilà. Et donc voilà, je suis en tant que marxiste honnête, je me dis que finalement Maurras est beaucoup plus sérieux comme penseur que Jacques Attali. Voilà. Pour rien qu'il y a eu le cercle Proudhon, comme vous le savez, qui était la discussion d'ailleurs des types de l'action française avec les syndicalistes révolutionnaires. Hein. Tout ça existait historiquement, et il a été répondu à ces tentatives d'alliance par la guerre de 14. Tous unis contre les Boches. Comme aujourd'hui, il sera répondu à égalité et réconciliation par tous unis contre les musulmans. Ça sera la même réponse qui sera portée à nos tentatives de réconciliation et de discussion et de tentatives de troisième voie. Le système se défend toujours de la même façon. Hein. C'est comme quand on perd aux échecs, celui qui ne veut pas perdre, il fait ça, il renverse le jeu.
Hein, et on est toujours, c'est pour ça qu'il faut bien étudier l'histoire, parce que souvent les mêmes méthodes se répètent. Voilà, je n'irai pas plus loin. C'est pour ça que quand tu dis... bonjour. Tout à l'heure. Oui, vas-y. J'aurais deux petites questions. Premièrement, comment on passe de cette ancienne idéologie libéraliste qui est physiocratique, c'est-à-dire les richesses viennent quand même de la terre, à la nouvelle idéologie libéraliste où la richesse vient de rien? Ça, c'était ma première question. Et ça, il faut connaître vraiment non, mais ça, c'est pas notre spécialité, c'est connaître l'histoire des théories économiques et de la dialectique et du dialogue entre économistes depuis justement les physiocrates jusqu'à aujourd'hui. Avec on voit très bien que Marx répond à Adam Smith et à... comment il s'appelle, pas Adorno, Ricardo, et qu'après il y a la réponse des néoclassiques aux marxistes. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'histoire non pas comme une science uniquement appuyée sur les mathématiques, mais d'étudier l'économie comme un dialogue entre intellectuels dans l'histoire. Il faut bien oublier que la notion d'économie n'existe pas dans le monde ancien. Et d'ailleurs que du temps des physiocrates, c'est pas encore un mot qui est posé. Les physiocrates ne sont pas encore des économistes. Et qu'à un moment donné, l'économie s'appelle l'économie politique. Ça, c'est le nom. Et qu'après, ça devient la science économique. Et que on a petit à petit habillé quelque chose qui était un dialogue et un rapport social, hein, avec une vision du monde, qui s'appuyait sur des intérêts de classe, etc., en quelque chose qui serait une science, donc apodictique, et avec la mathématisation de l'économie. Et on voit bien aujourd'hui, on prétend que c'est une science économique, il y a un prix Nobel d'économie. En général, c'est toujours de la microéconomie mathématisée, qui en général ne sert à rien et est toujours fausse. Hein, on le sait à peu près. Hein. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que l'économie a tué la scolastique, mais l'économie aujourd'hui est devenue la nouvelle scolastique. C'est-à-dire que c'est la religion du monde libéral. Et elle a autant de pertinence sur le plan de la logique et de l'efficacité pratique, c'est-à-dire de sa fonctionnalité, cohérence logique, fonctionnalité pratique, elle a à peu près autant de réalité et de validité que la scolastique. C'est là qu'on voit que les processus historiques, à un moment donné, procèdent à des grands retournements. C'est qu'aujourd'hui, l'obscurantisme absolu, c'est ce dont a accouché les Lumières, qui ont commencé par la physiocratie, pour arriver à cette science économique qui aujourd'hui donne effectivement les politiques monétaires mondiales, le dogme du FMI, de la Banque mondiale, les technocrates de l'Union européenne, etc., etc., etc. Donc ça, mais c'est toujours réfléchir dans l'histoire comme des choses produites par des hommes qui existent dans une période historique et qui défendent toujours plus ou moins des visions du monde, des intérêts, etc., etc. Et jamais de penser... Et une morale en même temps. Parce que celui qui dit c'est l'intérêt particulier, c'est l'intérêt du particulier, son désir de s'enrichir qui est le moteur, c'est un choix moral, ça. C'est un choix moral. Mais souvent, quand on dit qu'on défend la morale absolue et générale, on se ment à soi-même. En fait, on défend la morale au mieux de son groupe social. Vous verrez toujours que les idéologies défendent toujours les intérêts non sus ou cachés de ceux qui les professent. C'est rare en général c'est pour ça que j'ai écrit ça dans mes bouquins, c'est que le problème du clerc, de l'intellectuel français, c'est qu'il est issu en fait en général de la petite et moyenne bourgeoisie, ce qui correspond avant aux prêtres, c'est-à-dire ceux qui avaient accès aux livres, qui ne sont pas issus de la haute et grande bourgeoisie. Et finalement, le processus libéral qu'ils accompagnent est aussi leur promotion personnelle. Et à un moment donné, quand leurs intérêts, je dirais, objectifs rentrent en contradiction avec leur discours critique, ils ont plutôt tendance à abdiquer et à abandonner leur discours critique pour sauver leurs prérogatives pratiques. Et c'est l'histoire du ralliement des intellectuels de gauche à la pensée libérale, qu'on appelle le libéralisme libertaire, et toutes les trahisons de la gauche française depuis 68. On voit bien que Cohn-Bendit avait tout intérêt à être libéral libertaire. Il a bien bouffé, il a jamais travaillé, il a parasité toute sa vie. S'il était allé jusqu'au bout de sa logique critique, il serait plutôt dans ma position, et il serait plutôt sujet aux persécutions de la police, au chômage, et à la diabolisation et à la vindicte, vous voyez, c'est ça. Et c'est aussi l'histoire de Rousseau, vous voyez, par rapport à Voltaire. Voltaire se bat pour sa classe sociale. Voilà. Et il faut toujours avoir ce côté pratique et fonctionnel. Et quand quelqu'un me dit je me bats pour machin, etc., et qui met la barre un peu trop haut, en général, je le ramène un peu sur le terrain. Non, de quelle origine es-tu? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Où est-ce que tu vis? En banlieue ou en centre-ville? Vous verrez très bien que c'est toujours les bobos des centres-villes qui disent qu'il n'y a pas de problème de délinquance en banlieue. Et que par contre, les prolétaires qui sont en banlieue pour des raisons historiques de cité dortoir des années 60 et qui vivent cette dislocation progressive des banlieues, qu'on doit attribuer d'ailleurs à la malignité du système et pas à ceux qui en sont les victimes, eux ils disent il y a un gros problème en banlieue. Et on dit vous êtes des fachos, vous êtes des excités, vous êtes des racistes.
Puis aujourd'hui, on dit non, finalement, c'est autre chose, vous êtes quand même des cons, mais c'est le problème de l'islam. Donc il est de dire que finalement, cet islamiste que la bourgeoisie montre du doigt, c'était l'immigré maghrébin qu'elle a pris chance pour la France il y a 10 ans. Hein, donc, et c'est pour ça que vraiment apprendre à penser, je veux dire sérieusement, toujours. Hein. Et pourquoi moi j'ai cette démarche-là, je veux le dire, parce que je suis un déclassé, un autodidacte et un type qui a toujours des problèmes de survie. Se méfier des penseurs institutionnels. Quelqu'un qui est payé par l'État travaille pour l'État. C'est pour ça que Marion est une authentique historienne, parce qu'elle est indépendante de toute tutelle. Voilà. Dès que vous êtes face à un historien d'État, un type qui a la médaille d'or, comme certains crétins du CNRS, etc., vous êtes face à un clerc, enfin je veux dire à un agent de la domination, qu'il le sache ou pas. Et ça vous donne Alain Touraine et sa fille, qui est aujourd'hui ministre, ça vous donne tous les crétins de la sociologie de gauche des années 70, qui ont accompagné, au nom de la gauche, toutes les saloperies ultralibérales de droite. Vous voyez. Et donc, moi, je refuse de parler avec un fonctionnaire d'État, sauf s'il admet qu'il est un agent de police. C'est ça que ça veut dire, hein, un agent de police du pouvoir. Et c'est pour ça qu'Onfray, j'ai un certain respect pour lui, parce qu'il a monté quand même un truc, université libre, indépendante de l'université, et que Michéa a refusé d'intégrer l'université pour rester prof de philo de lycée pour échapper à ça, parce qu'ils ont conscience de ça, vous voyez. Et pour moi, dès qu'un type vous dit je suis professeur d'université, de chaire, de machin, médaille d'or, 12e échelon, parce que c'est exactement comme dans l'armée, hein, ils ont leur petit machin, je dis, bon bah t'es un idéologue du système de domination, tu n'es pas un penseur libre, et ce que tu as à dire ne m'intéresse pas, sauf à étudier d'un point de vue sociologique. Hein, c'est-à-dire, il faut y faire la sociologie des sociologues, vous voyez. Voilà. Ah bah oui, mais... Oui, mais il faut respecter la procédure. Alors, bon, je vous laisse faire alors. Bonjour à vous deux. Merci Madame Sigaud pour votre conférence. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette révolution française que vous nous expliquez comme étant une escroquerie pour le peuple, au final, avec la révolution, le printemps arabe qu'on a vécu ces derniers temps? Non, parce que je pense que la Révolution française, enfin bon, pour les révolutions arabes, je vais passer la parole là. La Révolution française, c'est le renversement du système de protection du peuple. C'est le renversement brutal du système de protection du peuple, à partir d'un certain nombre d'escroqueries et de manipulations. Arrivé en 89, la dette de l'État est devenue abyssale. Le roi ne peut plus faire face. Il avait déjà commencé il a commencé son règne avec beaucoup de dettes, et puis ça s'est encore aggravé avec la guerre en Amérique, etc., etc. Le roi ne peut plus payer. Il ne peut plus. Ce qui veut dire aussi, une petite remarque, c'est que donc il est tenu par les banquiers. Il est complètement tenu par les banquiers. Et les banquiers sont du côté des Lumières. Hein. Les banquiers sont eux qui ont dressé la Pompadour. Necker, banquier. Necker, banquier, oui, tout ça sont des banquiers. J'ai perdu le fil. Non, tu dis que c'est pas... Mais à la limite, pour dire que si c'est comparé avec la révolution de Jasmin, oui, il faudrait étudier les situations des révolutions de Jasmin sur lesquelles on manque de recul, ou même les révolutions colorées, parce qu'on a la même chose à l'Est, pour voir leurs effets pratiques en termes de critères très sérieux, c'est-à-dire le niveau de salaire, la sécurité de l'emploi. Et là-dessus, Todd est pas trop mauvais quand on a ça, c'est-à-dire l'espérance de vie, la mortalité infantile, le niveau de scolarisation, et le nombre d'enfants par famille, etc. Et le système de protection sociale, etc. Et c'est là, par exemple, qu'on peut voir que la destruction de la Libye de Kadhafi est une abomination sur le plan concret. Parce qu'en fait, ça détruit les conditions d'existence du peuple, de la nation qui avait le plus haut niveau de développement d'Afrique, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de sortir de la critique, genre il avait une sale gueule, il était mal habillé, il baisait des putes, on s'en fout, je veux dire, un homme politique n'est pas un saint. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'était la Libye sous Kadhafi, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est très important de réfléchir toujours très concrètement. C'est tout ce que Bernard-Henri veut vous cacher. Vous voyez, lui il fait la liberté, la dictature, la démocratie. Bernard-Henri, vous le ramenez. Et on peut dire la même chose sur l'écroulement de l'Union soviétique. Je vous rappelle que sous Boris Eltsine, l'espérance de vie du russe moyen était tombée à 52 ans. Vous voyez, ça veut dire que quelles que soient les errances staliniennes, il y a des trucs concrets qui sont toujours d'ailleurs des critères très populaires, qui sont méprisés par les clercs, l'élite. Bernard Lévy méprise absolument tout ce qui est critères sociaux. Vous voyez, d'oser juger une politique sur des choses concrètes comme le nombre de paires de chaussures par enfant, etc. Pour lui, c'est de la merde. Lui, c'est la liberté, machin. Enfin, voilà, on voit toujours la même escroquerie qui est celle d'ailleurs qui est reprise des Lumières. Non pas que la Révolution française, comme le dit très bien les révolutionnaires américains, est une révolution d'avocats.
C'est-à-dire que c'est la prime au beau parleur. Hein. Je suis présent là-dedans aussi, si je veux. Et c'est pas pour rien que quand vous regardez les professions les plus représentées à la Chambre des députés, ce sont les professions libérales et majoritairement des avocats, c'est-à-dire des baratineurs. Hein. D'ailleurs, le Parlement, c'est Parlement. Vous voyez, moi j'aime bien faire un peu de les travaux de notre camarade sur la démocratie représentative de notre démocratie réelle, Étienne Chouard, sont très bons là-dessus. Donc, il est évident qu'il y a quelque chose qui pue dans les révolutions colorées, dans les révolutions de Jasmin, déjà par le fait qui en fait l'apologie, comment elles sont présentées dans les médias, et puis quand vous voyez des manifestants du Maghreb populaire avoir des pancartes écrites en anglais, qui n'ont pas fabriqué eux-mêmes, vous pouvez vous poser des questions, vous voyez, il faut être très concret, vous voyez. Voilà. Et c'est sûr, alors ça ne veut pas dire que Ben Ali c'était bien, ou Barak c'était bien, mais c'est qu'à un moment donné, un régime tombe parce qu'il y a une colère populaire, qui est légitime, ont des réseaux constitués et des forces supérieures qui peuvent être les États-Unis d'Amérique qui contrôlent par exemple l'armée tunisienne ou l'armée égyptienne, des deals qui ont été passés depuis plusieurs années avec les frères musulmans et le pouvoir américain en fonction des errances et des erreurs stratégiques des néoconservateurs sur le passage de force de l'Irak à la démocratie. Vous voyez, vous regardez bien tout ce que vous cultivez et vous voyez que ça pue un peu. Et que même si la colère était légitime et qu'il n'est pas question de dire il faut que Moubarak revienne ou Ben Ali c'était bien, et finalement le peuple qui s'est énervé pour des raisons légitimes a été spolié de sa révolution, et finalement on est passé d'un pouvoir à un autre, et on est passé finalement d'un patron de bistrot à Starbucks. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir tunisien qui était encore un peu local avec toute sa corruption et son côté haut en couleur et violent, passe sous une rationalité bien plus grande, toujours la raison d'ailleurs, qui s'appelle le FMI, la Banque mondiale, et qui renvoie directement à Wall Street. Vous voyez ? Donc on a toujours un peu les mêmes pistes, mais les analyses qu'ils vont faire avec finesse. Ce qui est très énervant, c'est les gens qui vous disent la révolution de Jasmin, c'est génial. Alors on vous dit non, c'est pas génial, il faut l'étudier au jour le jour, etc. Ou c'est le bien, c'est le triomphe de la liberté. Les trucs pour étudiants, vous voyez, la liberté, etc. Ou pour Bernard Lévy, qui prend les étudiants pour des cons à juste titre, etc. Mais c'est vrai, ça marche, tout marche comme ça depuis 68. Donc si c'est bien ou c'est mal, et donc si d'un seul coup c'est plus bien, c'est totalement mal, donc finalement Ben Ali qui était un salopard, ça revient un génie. Vous voyez, non, c'est toujours finalement avoir l'humilité de ne pas chercher le magique, le génial, parce que le jeune est pressé, vous voyez, il veut l'amour tout de suite et éternel, il veut la révolution tout de suite et parfaite, et en fait dans la réalité c'est au jour le jour, du bricolage, on est dans le bricolage permanent, et c'est de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a gagné, qui a perdu. C'est très intéressant de savoir qui a gagné, qui a perdu. C'est souvent des histoires de classe sociale. Hein. C'est qui gagne et qui perd. Il y a toujours des gagnants et des perdants quand il y a une révolution. Mais en général, le peuple, est-ce que c'est mieux pour lui ou moins bien? Des fois, ça s'améliore selon certains critères et ça s'aggrave selon d'autres. Et ça prend un peu de temps pour pouvoir avoir du recul et voir. Et moi, je vous dis toujours, ça, c'est l'honnêteté. Et quand je vois Tariq Ramadan dit, c'est bien que Kadhafi soit tombé parce que c'était quand même un dictateur. Mais malgré tout, il voulait faire le Dinaror, il avait payé le satellite, les Africains l'appelaient le roi des rois, et la Libye avait le plus haut niveau d'éducation, de protection sociale, machin. Je me dis, Ramadan est passé du côté des escrocs. Et puis après, je me dis, tiens, c'est vrai, il est payé par le Qatar. Vous voyez? Alors les gens me disent, il y a des gens qui disent, oui, mais il est payé par le Qatar, mais il a bien dit qu'il voulait bien l'argent, mais qu'il gardait son compte à soi. Alors je dis à toi, tu es un imbécile. Tu es encore un étudiant qui vit avec l'argent de poche de ses parents. On travaille toujours pour qui vous paye. Voilà, c'est tout, chercher l'argent. À qui profite le crime, d'où vient le pognon? Ce sont deux critères de sociologie absolue. Mais ça, c'est pas enseigné dans les écoles de sociologie, parce que c'est vulgaire, vous voyez. Moi, j'ai appris la sociologie avec les chauffeurs de taxi, les patrons de bistrot et les putains. Et ça, c'est la meilleure école. C'est l'école des vrais révolutionnaires, de ceux qui font la révolution réellement. Lisez les biographies de Joseph Staline, vous comprendrez. Attends, je voudrais terminer sur ce que j'avais dit. À la veille de la Révolution, la dette est abyssale, le roi est obligé de convoquer les États généraux. Ça veut dire que des élections sont organisées dans tout le royaume. Ceux qui vont prendre la parole, qui vont arriver à Paris, ce ne sont pas ceux qui ont voulu. Ça n'est pas la volonté du peuple de base, mais la volonté de ceux qui sont porteurs. Voilà, et c'est ce que disait Alain, les parleurs, etc. Quand ils vont arriver, que les choses vont péter et que ça va exploser, la droite et la gauche vont se constituer sur la droite et la gauche de la partie bourgeoise du tiers-état. Le tiers-état, c'est l'ensemble. Or, la partie bourgeoise, c'est celle qui est là, qui est présente, et ça va se définir entre la droite et la gauche de cette partie bourgeoise, qui ne tient absolument aucun compte, ni de l'énormité du monde ouvrier, qui ne sera pas représenté aux États généraux, ni de l'énormité du monde paysan, qui ne leur a jamais dit qui voulait plus de roi, qui voulait une république, qui voulait une constitution libérale, etc. C'est-à-dire que la trahison, elle est dès les premiers mois de la réunion des États généraux. Et tout en découle. Tout en découle. Et elle découle d'une logique de classe, toujours, truc pour oublier. C'est qui maîtrise la parole, quelle est la classe sociale qui a la parole, les clercs, la bourgeoisie,
parce que justement elle a l'idéologie des Lumières, alors que l'ancienne aristocratie, notamment locale et terrienne, est encore sur les évangiles, qui n'est pas du tout à la mode, etc. Ce qui expliquera aussi pourquoi les Chouans ne veulent pas se soumettre à la révolution, parce que c'est pas une noblesse parasitaire, mais c'est une noblesse productive qui est en harmonie sur le plan fonctionnel, je parle de production, avec sa paysannerie, et que donc la paysannerie est solidaire de sa noblesse parce qu'elle ne la considère pas comme parasitaire et traître, avec en plus le catholicisme local qui lui aussi est considéré comme un vecteur d'harmonie sociale, etc., qui fait que cette révolution qui peut marcher à certains endroits ne marche pas à d'autres, et d'où la pacification notamment de la Vendée militaire, vous voyez, il faut l'analyser en termes objectifs, de classe, etc. Et puis surtout, malheureusement, moi je fais ce travail sans problème parce que j'ai jamais fait d'études, c'est ma force. Mais si vous êtes étudiant et que vous êtes soumis à l'éducation nationale, on vous amène sur des voies, et il y a des livres qu'on vous fait lire, donc on vous empêche de lire, etc. Donc c'est-à-dire qu'un étudiant doit faire un double travail. Il doit effectivement écouter ses maîtres et travailler, et quand il rentre chez lui, écouter et lire tout ce qu'on lui a dit de pas lire. Vous voyez, et après, plus on multiplie les sources, c'est le principe du journaliste, plus on a... Multiplier les sources, il y a... s'approcher de quelque chose d'assez réel. Je veux dire, voilà, réel. La vérité, je ne sais pas ce que c'est, mais la précision, ça existe. La précision, ça existe, et le sérieux, ça existe. C'est un mot de Kluskar d'ailleurs, il appelait ça un des livres de Kluskar qui a été un de mes formateurs, s'appelait Le frivole et le sérieux, vous voyez. Voltaire, c'est le frivole. Rousseau, c'est le sérieux. Sartre, c'est le frivole, vous voyez. Le Parti communiste français, à un certain moment donné, pour ses élites intellectuelles, c'était le sérieux. C'était étudier la classe ouvrière française, OS1, OS2, OQ, vous voyez, col bleu, col blanc. Vous verrez jamais, par exemple, un Onfray qui s'intéresse beaucoup au peuple du travail, parler avec ces catégories-là, parce que ce sont des catégories de l'économie syndicale, ce ne sont pas des catégories de la philosophie, ils ne les maîtrisent pas ces catégories. Les trois quarts des sociologues avec qui j'ai parlé de gauche confondent classe moyenne et couche moyenne. La classe moyenne, ce sont les propriétaires de la moyenne de production. Les couches moyennes, ce sont des salariés, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Et quand on confond classe moyenne et couche moyenne, on confond le cadre qui accompagne la mondialisation, ce qui est le bénéficiaire, avec l'artisan, le commerçant, patron de PME, comme est la victime. Et on met ça dans la même catégorie sociale et sociologique. Et tout ça, c'est aussi de la précision en termes d'outils d'analyse, comme un chirurgien peut être doué comme chirurgien, mais si on lui file un marteau pour opérer, le résultat ne sera pas terrible. Il faut avoir des outils de qualité. Et je vois souvent, à cause de ce savoir bourgeois très parcellaire, hein, parce qu'il y a le psychologue fait de la psychologie, l'économiste fait de l'économie, l'historien fait de l'histoire, mais en réalité on parle toujours des sociétés humaines qui sont à la fois physiques, historiques, religieuses, économiques, etc. Et il y a très peu de savoir généraliste. Moi, ma force, c'est un peu ça, c'est que je bricole un petit peu avec tout. Et souvent, l'université française empêche ça. On est dans la spécialisation volontaire, et comme les philosophes n'ont pas de culture historique, ils n'ont pas de culture économique, les économistes ont très peu de culture philosophique, etc., etc., etc. Et ça explique aussi pourquoi, ce que disait Lucien Goldman, il y a autant de diplômés analphabètes et d'intellectuels idiots. C'est aussi le système qui produit ça. Voilà. Et c'est pour ça que ce que fait Marion est intéressant, parce que c'est une marginale de l'histoire. C'est important. Et peut-être moi aussi, modestement, si j'arrive à produire des trucs un peu intéressants, c'est parce que aussi je suis totalement marginal par rapport à la manière dont le système produit en série des intellectuels, des experts, etc., etc. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, je crois. L'exemple le plus beau étant Jean-Jacques Rousseau, qui est totalement un autodidacte, etc., etc. Je suis marginal, mais j'ai quand même tenu à être diplômé de l'université. Hein. C'était marginal. C'est ça que moi, ils ont refusé. C'est la différence. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup plié dans ma vie, mais là, je me suis dit c'était indispensable. Mais pourquoi ? Parce que l'histoire est une catégorie en apparence moins immédiatement politique que moi qui faisais de la sociologie, et que moi, si j'ai écrit des livres qui ont été des best-sellers et qui m'ont fait que j'ai continué à écrire, c'est que ce soit les mouvements de mode expliqués aux parents en sociologie du Dragueur, ce sont des diplômes de sociologie qui m'ont été refusés par l'institution. Et pourquoi ils m'ont été refusés ? Parce que sous prétexte que je ne travaillais pas sur un corpus de livres. Ce qui veut dire que l'université, pour que ce soit sérieux, vous demande non pas de réfléchir sur le réel, mais sur des livres déjà écrits. Alors, je leur ai expliqué que la drague était une invention historique qui n'était consubstantielle à la société de consommation, à la ville et au secteur tertiaire, et qu'il ne pouvait pas avoir de corpus de livres, parce que c'est quelque chose qui émane, pour avoir tout son sens, dans les années 60. Et donc, ma démarche était cohérente, mais on m'a la refusée parce que je n'avais pas de livres sur lesquels travailler. Ce qui veut dire que vous devez toujours travailler sur les livres des autres. Et ce qui veut dire donc, finalement, comme je vous le disais, ne pas travailler sur le réel. Et toujours prendre des livres pour le réel. Et on m'a refusé et la sociologie du dragueur, en plus considéré comme sujet vulgaire, c'est-à-dire il y a des sujets vulgaires en sociologie, vous voyez. Quand j'ai fait, on me l'a refusé, les mouvements de mode expliqués aux parents, on me l'a refusé aussi, parce que je voulais travailler sur les mouvements de mode de jeunes, etc. Pareil, il n'y avait pas de corpus. Parce que, effectivement, c'était quelque chose qui avait à voir avec le plan Marshall, la société américaine de l'après-guerre, le rock'n'roll, etc. Et comme il n'y avait pas le recul historique, il n'y avait pas le corpus de livres, donc je ne pouvais pas. Alors, on m'a refusé ces deux sujets de diplôme, j'en ai fait des livres qui ont fait des best-sellers, et je suis devenu donc écrivain
mais pas sociologue, vous voyez. Donc c'est grâce à la bêtise de la sociologie d'État, j'ai pu exister, vous voyez, ce qui est ma chance. Toi, tu as eu ce piège de l'histoire officielle, quelque part, enfin ce piège. Je veux dire ça parce que pour le système, l'histoire est moins immédiatement politique que la sociologie. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est des clés de compréhension. Si vous en êtes d'accord, on va passer à une autre question. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Merci. Capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez de l'éducation des jeunes. Moi, je suis dans l'enseignement. Je ne suis pas prof, je suis formateur dans un centre associatif qui est dirigé d'ailleurs comme l'hôpital de ma femme, comme une boîte de prod. Malgré... Voilà. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez sur le fait que nos jeunes sont de plus en plus mal éduqués. C'est vrai qu'il y a 15 ans, je mettais à peu près 3 ans à les déformater du système scolaire. Aujourd'hui, je mets presque 1 an. Un gain énorme de productivité. Bon, et sans parler des compétences derrière. Là, c'est juste la forme. Je voulais également vous poser une petite question à laquelle je suis confronté, donc je vais un petit peu rabaisser le débat, mais c'est pas grave, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de jeunes qui seront sûrement confrontés au même problème que moi un jour. J'ai une fille de 8 ans, une fille de 5 ans, un fils de 6 mois, et au jour d'aujourd'hui, ma fille de 8 ans, cette semaine, m'a sorti son cours d'histoire, siècle de lumière. Et alors avec Voltaire. Et là, je suis un petit peu coincé parce que comprendre l'Empire à 20h10, c'est un très bon somnifère, mais c'est pas très pédago. Et en fait, je voulais vous tendre un petit peu une perche par rapport à toutes les compétences que vous avez, notamment Madame Sigaud, des amis comme Zéon, des choses comme ça. Et pourquoi pas prendre un petit peu l'oligarchie à contre-pied avec des ouvrages un petit peu pour les nuls. J'y travaille. C'est au programme. C'est au programme. J'ai un gros programme. Enfin, j'ai eu un gros programme de conférences. Et bon, Alain a compris que ces conférences, je les travaille beaucoup. Je peux pas faire autre chose pendant ce temps-là. Mais j'ai un projet effectivement de détricoter, notamment le sur Voltaire, mais derrière Voltaire, il y aura éventuellement la suite, sur un livre le plus clair, le plus accessible pour tous, le plus percutant, parce que vous savez, il y a des tas de gens qui ont parlé sur Voltaire, il y a des tas de gens qui l'ont critiqué, ils ne sont jamais allés au bout de leur critique, et ceux qui sont allés au bout, ils ont été éjectés de la promotion médiatique. Bon, je n'aurais pas ce problème en faisant ça avec contre-culture, égalité, réconciliation. Donc c'est au programme, et c'est au programme, là, maintenant, dès que j'ai terminé cette tournée de conférence, c'est incessamment sous peu. Voilà. Et d'autre part, je voulais vous dire aussi que, avec Égalité, Réconciliation Bourgogne, puisque je suis bourguignonne, on a décidé de se réunir prochainement, tous ensemble, pour analyser et détricoter tout ce qu'ils vont trouver comme livres pour la jeunesse, soit des livres scolaires, soit des livres de bibliothèque pour les jeunes, et d'extraire de tout ça, tout ce qui est mensonger sur les Lumières, et de refaire une petite vidéo détricoteuse dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire ça, on va faire ça en travaux pratiques très prochainement. Très prochainement. La bande dessinée qu'on a fait avec Zéon et Dieudonné, qui s'appelle Yacht People, c'est à travers une histoire emblématique et amusante qui est sortie de ma petite tête, et lors d'un dîner d'ailleurs, en présentant lors d'un dîner, c'est-à-dire l'idée d'un yacht sur lequel il y a tous les people de la jet set du showbiz mondial, attaqués par des pirates somaliens, et ce qui se passe pendant la nuit de 3 jours. C'est une manière, par la métaphore, l'histoire amusante, etc., de dire énormément de choses sur le monde actuel. Et c'est sûr que c'est l'histoire du roman. Je veux dire, la meilleure critique de la bourgeoisie a été faite par le roman, qui est la catégorie d'ailleurs de la conscience bourgeoise, il faut pas l'oublier. On est toujours dans cette histoire-là, et c'est sûr qu'aujourd'hui les gens lisent beaucoup moins, y compris moi, mais les vidéos que je fais du mois par exemple, qui sont très perfectibles, mais avec de la post-prod, des argumentaires, etc., la BD que j'ai faite, dont on est en train de travailler sur le 2e tome, la Yacht People, c'est une manière d'essayer justement de pallier à cette déséducation des jeunes qui ont perdu, je dirais, le pont a été coupé pour qu'ils aient envie de lire des livres sérieux. Donc il faut non pas renoncer à eux, mais comment les amener aux idées en essayant de recréer ce pont qui a été coupé, qui est le goût et le plaisir du livre. Alors évidemment, il y a la bande dessinée, ce qui est très ambigu. Il y a les vidéos pédagogiques qui sont de la vidéo, mais où il y a quand même du sérieux. On est obligé effectivement de réagir par rapport, je dirais, à l'ennemi. L'ennemi a dit aux jeunes que le livre était ringard, et surtout il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas lu
dès l'âge de 5-6 ans, beaucoup. Moi je le sais parce que j'ai pas lu un livre avant l'âge de 17-18 ans parce que pour des raisons familiales, mon père m'interdisait de lire de la bande dessinée et comme j'étais en révolte avec mon père, parce que c'est les années 60-70, je ne lisais que de la bande dessinée en cachette avec une lampe de poche dans mon lit. Et donc je ne voulais lire rien d'autre. Et en fait je me suis mis à lire vers 16-17 ans et je suis quand même un lecteur qui lit plus lentement qu'un autre par rapport à un intellectuel parce que justement quand on se met à la lecture tard, c'est une question de plasticité du cerveau, on a beaucoup de mal. Et ce qui est tragique, c'est que moi j'ai plein de jeunes de banlieue qui me disent j'ai découvert le plaisir de la lecture grâce à vous, etc. Mais ils ont quand même beaucoup de mal et ils lisent beaucoup moins vite que moi qui lis moins vite, sans doute peut-être que les gens de la génération d'avant. Quand je vois la virtuosité, notamment de Guillemin, là, des vidéos de Guillemin, je veux dire à côté je suis un gamin en termes de maîtrise de la langue, etc. C'est que malheureusement il y a un travail de destruction qui a été fait et qui nous oblige à trouver des parades. Et c'est pour ça que c'est la critique parfois que je fais à certains gens comme de Benoît, etc., avec la revue Éléments qui est excellente. Elle est excellente, mais elle peut être lue que par des gens de plus de 60 ans qui ont encore été formés aux humanités classiques telles qu'elles étaient encore respectées sous De Gaulle, vous voyez. Voilà. Et qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions pour essayer de ramener par une série de médiations les gens au livre. Et ce qu'on appelle les médiations, c'est des étapes intermédiaires. Alors finalement, ça peut être la bande dessinée, qui est ambiguë, parce que c'est déjà mettre des petites images avec du texte, donc ça peut avoir un effet qui a été critiqué. La télé aussi, on sait que ça peut être très destructeur pour l'intelligence parce que c'est très passif. Donc c'est comment faire de la télé mais qui stimule le cerveau, comment faire de la BD sans faire de la BD d'imbécile, parce que le niveau de la bande dessinée officielle est d'une stupidité incroyable quand même, hein, c'est le bas du panier du gauchisme. Il y a à peu près que la chanson française pour être à peu près au même niveau de médiocrité. Donc on est face à une situation qui nous est imposée, et il faut quand même arriver à ramener les gens, je dirais, à ce que j'appelle la maîtrise du logos, hein, malgré le travail de destruction qui a été fait. Ce qui oblige à des stratégies nouvelles, qui sont parfois pas comprises par les vieux réactionnaires qui sont dans une espèce de posture de muséologue. Vous voyez, avant, le prestige du classe, c'était de bien maîtriser l'orthographe. Moi, je suis relativement nul en orthographe par rapport à toi, bien meilleur que les jeunes, parce que le marqueur de l'effondrement, effectivement, de la scolarité française, c'est l'orthographe. Et moi, je vois des profs qui m'écrivent, ils font une faute d'orthographe par ligne, et ils sont, comment dirais-je, l'équivalent d'instituteurs. Parce que le recrutement est catastrophique, personne n'a envie de faire ça, etc. Et cet effondrement de la maîtrise de l'orthographe et de la langue française et de la subtilité française est aussi un travail de destruction du monde anglo-saxon par rapport au monde français, qui était l'alternative, comme déjà à l'époque, au monde anglo-saxon, puisqu'effectivement, on peut le dire, que toute cette révolution des Lumières est aussi une adhésion quelque part à ce qui se passe au même moment en Angleterre avec Hume, etc. etc. C'est aussi déjà c'est la suite, hein. Un renoncement à la France. Ah, tout à fait. Alors, je suis désolée de vous couper. Nous avons des intervenants passionnés et passionnants, mais malheureusement nous avons aussi un horaire à respecter pour l'allocation, donc on va prendre la dernière question. Je demanderai juste si vous pouvez être synthétique et par la conclusion. Juste une chose, il faut arrêter aussi de sans arrêt de parler franglais. Il faut que le français redevienne truc. Regarde le t-shirt ici, regarde, tu nous parles encore en anglais sur le truc. Il n'y a que de l'anglais. Alors moi qui suis délégué à la francophonie pour Debout la République, j'approuve. Il faut arrêter avec l'anglais. Excusez-moi, mais c'est une conquête qui est... C'était un combat des souterrains. Mais elle continue, il continue, tant qu'il n'est pas gagné. D'accord, mais quand vous dites à un jeune, tu vas arrêter de porter des trucs anglais, sans les médiations pédagogiques, le temps qu'il faut, vous faites rêver comme mon père qui m'intéressait de la bande dessinée, je n'ai lu que ça. Le problème, ça a été un peu pédagogue. Il faut, il y a qu'à, machin, ça ne veut rien dire. Il y a quelque chose qui s'appelle la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a respecter, comment dirais-je, l'autre, et de comprendre comment arriver à des fins par des moyens qui sont souvent indirects. Expliquer aux autres ce que ça veut. Non mais ça, je pense que la francophonie, alors moi, attendez, la francophonie, ça touche tellement les Français. Je vais vous expliquer. Nicolas Dupont-Aignan est venu à Auxerre récemment. Il a fait la présentation de ce qu'il est, du parti Debout la République, etc. Et ensuite, quand on est arrivé aux questions, les 3 premières questions étaient que faites-vous pour le sauvetage de la langue française, etc. C'est-à-dire que c'est tellement chevillé au corps des Français que les premières questions ont porté là-dessus. Donc moi qui suis délégué à la francophonie... Pour compléter, si vous voulez qu'un jeune français aime le français, il faut qu'il aime la France. Parce qu'en général, s'ils n'aiment pas le français, c'est qu'ils pensent que la France est un pays de ringards et que vraiment l'Amérique c'est mieux et que le monde... Vive les ringards, j'aime bien. Donc si vous n'êtes pas capable de dire en quoi la France a un génie spécifique qui est totalement... Parce qu'on a tout inventé. Qui est totalement alternatif au monde... Tout. Non, faut. Moi, j'aime pas parler pour rien dire. Mais, on est d'accord, mais après, c'est comment on fait pour y arriver. C'est pas le tableau noir, ça c'est Althusser. Voilà, la Révolution, voilà, machin, on lit le Capital à l'envers, la coupure épistémologique, etc. Bon, on n'est pas là-dedans. C'est que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes de banlieue issus de l'immigration.
J'en ai beaucoup qui me disent aujourd'hui, grâce à votre travail, j'aime être français. Quand on commence à aimer être français, on peut réaimer la langue française. Quand on pense qu'être français, c'est de la merde, un bouseux, un con, un ringard, un facho, un colonialiste, un collabo, etc., on n'aime pas la langue non plus. Donc imposer à des gens d'aimer, des jeunes, je parle des jeunes, d'aimer leur langue alors qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est pas possible. Donc je veux dire, aimer la langue, c'est l'expression du génie, par définition, d'une nation, de son histoire. Donc il y a un énorme travail à faire, c'est de dire la France n'est pas que la France que nous raconte, je dis pas nous raconte, nos propres dirigeants. Car qui nous apprend à détester la France? Nos dirigeants. Hein, on va commémorer Trafalgar mais pas Austerlitz. Tous nos dirigeants ne font que se prosterner devant des histoires étrangères. Nous racontent la haine de soi, etc., etc. Donc forcément au bout, même moi, je n'ai aimé que la musique anglo-saxonne quand j'avais 20 ans, parce que je fais ce travail je suis ma propre souris de laboratoire, parce que pour moi, un Français c'était un bouseux, un pecno, un planqué de mai 40. Et que je trouvais les uniformes américains bien plus beaux que les uniformes de l'armée française, parce qu'on m'avait montré la banque Moltière, etc. Et quand j'ai revu ce que c'était qu'un lieutenant de cavalerie du Premier Empire, j'ai commencé à changer d'idée. Quand j'ai vu qui était le Grand Condé, j'ai commencé à changer d'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un travail de nous montrer non pas la France mythifiée, etc., mais ce qu'est la spécificité du génie français, de son histoire, de sa différence fondamentale, puisqu'on parle beaucoup d'idéologie de la différence, que la France est quelque chose, est une totalité dialectique, qui est un modèle, je dirais, mondial. Qui n'est pas le monde anglo-saxon, qui n'est pas le monde chinois, qui n'est pas le monde juif, qui n'est pas le monde allemand, etc., etc. Et quand on arrivera à faire à nouveau aimer aux jeunes d'être français, ils aimeront à nouveau la langue française. Je vois que ça, et ils aimeront les livres, et ils aimeront l'histoire de France. Pas pour rien qu'on réédite le Bainville, l'histoire de France de Bainville, etc. Aujourd'hui, j'ai des jeunes de cité qui lisent l'histoire de France de Bainville. Et ça, je trouve ça assez passionnant, assez intéressant. Et c'est ça concrètement, voilà. Sur le constat, on est tous d'accord, il faut que les jeunes apprennent, il faut que l'orthographe revienne, il faut que les jeunes apprennent la logique, qu'ils aiment leur pays. Mais une fois que tu as posé ça, c'est comment le faire, et là on rentre dans le politique. Le politique, c'est comme Archimède, c'est s'appuyer sur des leviers réels, pour un peu comme une grenouille qui saute de nénuphar en nénuphar, pour ne pas se noyer. Et ça demande beaucoup de sens pratique, et d'astuces, parce qu'en réalité on est face à une réalité qui nous est imposée. Vous voyez, c'est pas il faut faire, tu vois, c'est vrai que si je note sur un tableau noir que j'ai 10 milliards de dollars, 20 ans devant moi, etc., etc., je vous redresse la France. Le problème c'est qu'en réalité, j'ai pas ça. Et c'est donc toujours modeste, c'est-à-dire c'est ce genre de conférence, en essayant de tendre la main aux jeunes des quartiers d'origine immigrée et ne pas les considérer systématiquement comme des délinquants et des crétins, car en réalité, on se rend compte que dans les grands lycées français, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration maghrébine et musulmane qui sont souvent très très bons en mathématiques, ce que j'ai découvert. On vous le dit jamais, on vous montre toujours des rappeurs, des sportifs, etc. C'est tous en arabe, hein. Donc c'est un travail de terrain modeste, constant, c'est souvent très ingrat, hein, c'est comme d'ailleurs des profs, je suppose que c'est souvent très ingrat, avec de temps en temps une petite satisfaction, c'est tout ça, et c'est avoir ce sens de l'astuce pratique de l'artisan. Il y a un très bon livre qu'il faudrait que vous lisiez, qui est un livre de Very Gordon Child, je ne sais pas si les gens le connaissent, qui vous explique que finalement la science n'est pas du tout le fait, d'ailleurs ni des religieux ni des clercs, mais le fait des artisans, par la pratique. Il le démontre historiquement à travers son passage du néolithique à la première révolution urbaine. Il dit en fait les gens qui ont produit la science, ça a toujours été d'abord des praticiens, notamment les artisans, les potiers, etc. Et après on fait de l'abstraction théorique sur du pratique. On nous en d'ailleurs souvent le contraire, vous voyez. Et il y a toujours ce côté respecter le savoir-faire, l'artisan, celui ne jamais séparer, comme le font tous les prétentieux, les salopards, la main de la tête. Et pour ça, il faut étudier aussi le roi Gourand, etc. Tous ceux qui vous montrent la dialectique permanente de la main et de la tête. Lire Piaget, lire René Zazot, tout ce que vous ignorez. Et là, vous découvrirez que les plus grands penseurs de l'anthropologie, de la paléanthropologie, de la psychologie appliquée sont souvent des Français. Et que l'école américaine ou anglaise est infiniment inférieure sur le plan de la finesse. Hein. Et ça, on ne vous le dit pas non plus. C'est chez les bouquinistes qu'on découvre ça. Il y a vraiment un travail de disqualification du génie français par les élites françaises elles-mêmes pour les soumettre au monde anglo-saxon. Malheureusement... Et la suppression des corporations au début de la Révolution a certainement beaucoup contribué, mais ça sera l'objet de la prochaine conférence. C'est très gentil. Merci.